Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous allons reprendre la suite de Papus avec la magie et l'hypnose. Nous en sommes au chapitre 8. Chapitre 8 qui s'intitule Les images astrales. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là pour l'enregistrement, tout est prêt. On a le chat qui est là, qui ronronne. Donc tout est bien, tout est prêt. On peut démarrer. Ah, quand même une petite note, j'en profite pour vous remercier pour les mails et juste, je sais que la plupart de ceux qui m'écrivent les mails sont justement à l'écoute de toute cette série de la magie et l'hypnose, pas que, mais principalement celle-ci. Je voulais vous dire merci parce que j'ai vraiment des mails de certaines personnes qui sont super intéressants, où j'apprends des choses moi aussi. Donc vraiment merci. J'ai parfois du retard parce que c'est vrai qu'avec quelques-uns, on a des discussions avec plein de petites séries de mails, comme des SMS au final. Et avec d'autres, c'est un petit peu plus long. Mais franchement, j'apprends beaucoup de choses avec vous aussi. Et je voulais vous remercier parce que c'était un petit peu l'intérêt de cette chaîne. C'était aussi ce partage-là. Et j'en profite ici pour vous remercier. Allez, c'est parti pour la lecture. Oui, si vous entendez gling gling, c'est à nouveau le même pendensif que d'habitude. Je l'enlèverai peut-être tout à l'heure. On y retourne. On démarre chapitre 8, les images astrales. Pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'il faut prendre la première vidéo de la playlist pour démarrer le livre. Tous les faits sont enregistrés dans la lumière magnétique de la Terre, à l'état d'image fixée dans cette lumière ou plus ou moins lumineuse elle-même. Ces images sont comparables à des tableaux ou à des clichés positifs qui viennent s'enregistrer dans l'atmosphère astrale de l'individu ou de l'endroit où cette image vient d'être produite quand il s'agit des faits du passé ou va se produire quand il s'agit des faits de l'avenir. La Providence agit surtout sur la libre volonté de l'homme par la révélation de ces images astrales qui indiquent à l'homme les faits que le destin va générer, entre parenthèses quand il s'agit de l'avenir. Grâce à cette illumination, l'homme peut dans certains cas échapper à de graves dangers. C'est une forme un petit peu d'intuition aussi. Les images astrales sont vues soit pendant le rêve, soit à l'état somnambulique ou à l'état d'extase, soit même, dans certains cas exceptionnels, à l'état de veille. Les images astrales peuvent indiquer soit toute une scène, soit une succession de scènes, entre parenthèses par une succession d'images, soit un seul objet ou un seul individu. Donc là, on est sur des images bien sûr de médiumnité. La grande difficulté dans la perception des images astrales est, pour le voyant, de distinguer celles qui se rapportent au passé et celles qui se rapportent à l'avenir. C'était là un des points les plus délicats de l'étude de la science prophétique qui était parfaitement organisée dans les anciens temples et même chez les Juifs. Les images astrales peuvent se rapporter. Alors on a, premièrement, à la vision de l'atmosphère astrale d'un objet ou d'un individu du passé par le contact de cet objet ou avec des restes de cet individu. Donc là, ce sera la psychométrie. Vous savez, c'est quand on touche un objet, en fin de compte, et que on arrive à capter des informations sur l'objet. Deuxièmement, à la vision directe et sans contact d'un fait du présent arrivant à grande distance. Donc là, il met vision télépathique, mais c'est quand même à la base aussi médiumnique. Troisièmement, à la vision directe d'un objet ou d'un être créé par suggestion. Là, il nous met vision idéale. Quatrièmement, à la vision directe soit à l'état de veille, soit à l'état de sommeil, ou provoqué d'un fait imminent. Ça, c'est la vision prophétique. Nous allons éclaircir tout cela par des exemples. Classification de la vision astrale dans le temps. La vision astrale, donc elle va regrouper du passé, donc la vision astrale du passé soit immédiat, soit média. La vision astrale, donc qui serait, alors pour la vision, c'est parce qu'en fait c'est fait dans une forme de tableau, mais pas comme d'habitude. Donc la vision astrale du passé, soit média, soit immédiat, ça va donner la psychométrie. La vision astrale du présent, il la définit par la télépathie ou la vision idéale. La vision astrale de l'avenir, soit immédiat, soit lointain,
il va donner prophétique. Premier paragraphe. Caractère d'une image astrale. L'image astrale ne parle pas. Elle se conduit exactement comme l'image d'une personne ou d'une scène dans un miroir. On peut quelquefois, et dans des cas exceptionnels, entendre des paroles ou des sons, mais alors on se rend compte que ces paroles viennent en écho et n'appartiennent pas directement à l'image observée. C'est ce qui se produirait si en même temps qu'on voit l'image d'une personne dans un miroir, entre parenthèses sans voir la personne elle-même, on entendait le son de sa voix dans la chambre voisine. Là, il nous met une image astrale d'un talisman vu et dessiné par Eliphas Lévi. Vous savez qu'il en faisait souvent, il en faisait beaucoup, donc là je vais vous mettre à quoi ça ressemble. Et voilà, donc là ça ressemble pas vraiment à un talisman habituel, mais quand même il y a pas mal de petites symboliques. C'est assez joli, c'est bien dessiné. Ok, on continue. Quand l'apparition agit librement et vous parle directement, ce n'est plus une image astrale, c'est un élémentaire qui cause le phénomène. Donc vous voyez bien la différence entre une perception médiumnique, on va dire ça avec les mots d'aujourd'hui, et la captation d'un élémentaire. On a parlé déjà des élémentaires auparavant, vous arrivez à reconnaître maintenant élémentaux, élémentaires. Élémentaires sont plutôt construits, élémentaux sont plutôt des phénomènes, des éléments naturels. De plus, l'image astrale n'impressionne généralement qu'une seule personne, tandis que l'élémentaire impressionne plusieurs assistants. Ça veut dire qu'il est possible pour l'élémentaire, ça c'est moi qui le dis, c'est ce qu'il dit dans cette phrase, d'être à plusieurs personnes peuvent le voir en même temps. Et il met entre parenthèses, et souvent tous à la fois. Dans une de ses œuvres les plus originales, Le Crocodile, Claude de Saint-Martin, décrit d'une manière merveilleuse les propriétés de conversation du plan astral en parlant de la ville d'Atlante. Entre parenthèses, chant 64 et suivant. Alors oui, autant pour moi, c'était un talisman d'Eliphas Lévi, je m'en excuse, on est en train de lire Papus, mais comme on lit aussi en parallèle deux œuvres de Eliphas Lévi, je me suis mélangé les pinceaux. Donc le talisman de tout à l'heure, c'était un talisman d'Eliphas Lévi et non pas de Papus, et là on va retrouver un autre talisman d'Eliphas Lévi, et effectivement c'est Eliphas Lévi qui en fait beaucoup de toute façon. Là vous allez reconnaître comme d'autres symboles, vous allez voir. Voilà, le voici, vous pouvez l'admirer en version manuscrite en plus, à l'époque c'était très sympathique. On continue. Oui, alors pour les talismans bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout connaître pour les talismans, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir l'interpréter parce qu'on pourra l'activer. C'est pas toujours évident d'activer un talisman, alors après il y a d'autres écoles, là moi je vous dis ce que moi je sais de mon côté, mais il y a plusieurs écoles. Mais un talisman qui va être reconnu sera toujours beaucoup plus actif qu'un talisman dont on n'arrive pas à reconnaître les symboles. Voilà. Après, ça peut faire son effet quand même. Mais peut-être différemment ou pas la même puissance, on dira. Mais comme je vous dis, j'ai pas forcément la vérité là-dessus, il y a plusieurs écoles à ce niveau. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait commenter pour donner votre avis. On continue. Après avoir parlé de la conservation de tout ce qui se trouvait en Atlante, depuis les maisons jusqu'aux ustensiles, ainsi que les hommes et les animaux, le célèbre philosophe raille doucement les physiciens, en proposant des explications scientifiques, entre guillemets, des faits qu'il observe. Toutefois, l'occultiste est prévenu du secret par des remarques de ce genre. Quant à la clarté dont j'ai joui en parcourant la ville d'Atlante, je ne pourrais non plus vous l'expliquer autrement qu'en vous rappelant que j'avais encore les yeux pleins de cette sombre lumière que j'avais rapportée de mon séjour dans le corps de l'animal qui nous avait dévorés. Cette dernière phrase fait allusion au dragon du seuil. Donc là, on parle encore du seuil, donc je vous renvoie au dialogue avec Lia numéro 2 et numéro 3, où on évoque un petit peu ce sujet. C'est très intéressant. C'est pas forcément les dragons directement, mais c'est les gardiens du seuil.
On continue. Mais passons sur les explications ironiques dédiées par Saint Martin aux physiciens et arrivons au passage qui nous intéresse davantage. La merveille la plus étonnante parmi toutes celles que je vous ai annoncées, c'est que non seulement tous les objets dont je vous ai parlé se sont trouvés conservés là, dans toute leur forme et leur apparence extérieure, mais que j'y aperçus aussi tout ce qui pouvait me donner connaissance du caractère, des mœurs, de l'esprit, des passions, des vices et des vertus des habitants. Car la même loi de physique qui a fait que toutes les substances et les corps enfermés hermétiquement dans cette ville n'ont point souffert à l'extérieur a étendu son pouvoir conservateur sur les paroles mêmes des citoyens d'Atlante et a fait que les traces en sont corporisées et sensibles comme en sont tous les autres objets renfermés dans cette malheureuse enceinte. Je ne connais pas dans la littérature occultiste une plus belle description des propriétés conservatrices du plan astral que celle de la ville d'Atlante par Claude de Saint-Martin. On va peut-être qu'on lit celui-là. Les extraits précédents posent bien le fait dont nous allons nous occuper. Premièrement, le praticien qui parvient à la vision du plan astral y voit conserver les formes passées, la psychométrie prouve cette assertion. Deuxièmement, ces formes conservées en astral présentent tous les caractères des objets dont elles sont émanées. On les appelle en occultisme des images astrales. La doctrine ésotérique enseigne en effet que, de même que nous avons sur le physique une ombre qui accompagne toujours notre corps, nous avons également sur le plan astral une image qui persiste bien longtemps après la disparition du corps physique. Donc ici, nous avons une autre image un peu particulière donc qui s'intitule « L'explication du sphinx ». Je vous laisse l'observer. Voilà. Je pense qu'elle est signée Jean d'Herville, mais je vois pas exactement les lettres, mais ça doit être ça, en 1894. On continue dans le texte. Représentez-vous un miroir qui aurait la propriété de conserver les images qu'il aurait réfléchies, avec leur aspect exact, leur couleur, leur forme, etc. Et vous aurez une idée de cette propriété attribuée par l'occultisme au plan astral. La photographie nous révèle analogiquement de bien curieuses choses concernant l'astral. De même que l'étude de l'électricité nous initie à bien des mystères du plan de création, mais n'anticipons pas. Une image astrale aura donc, en définitive, toutes les propriétés d'une image réfléchie dans un miroir. Au premier abord, le débutant en pratique qui pénètre dans l'astral est tenté de confondre ces images très nombreuses avec les êtres réels qui peuplent ce plan si curieux. Ce n'est que par la pratique qu'il arrive à distinguer les reflets, comme les appelle Eliphas Lévy, des êtres qui se meuvent en astral. Cette confusion est une des pierres d'achoppement les plus dangereuses qui entravent la carrière des voyants et des prophètes et la confusion des formes involuant vers la matière, c'est-à-dire des formes de l'avenir avec les formes qui évoluent vers l'astral, c'est-à-dire les formes du passé, est encore un nouvel obstacle ajouté au précédent. Mais quand cette confusion ne peut avoir lieu que sur le plan astral, elle n'est dangereuse en somme que pour l'expérimentateur. Il n'en est pas de même quand, à l'aide de certaines pratiques, on arrive à manifester une image astrale sur le plan physique. Là, c'est dans l'autre sens. Il y a deux procédés principaux pour manifester l'astral. C'est de se placer dans un tel état qu'on s'y plonge soi-même, ou bien de faire certaines pratiques qui permettent à l'astral de venir se manifester sur le plan physique dans des conditions toutes physiques. Donc là, on va dire avec des termes, je pense, plus modernes, vous verrez, vous, ce que vous en pensez, c'est que la première solution, c'est le voyage astral, tout simplement, qui est beaucoup plus complexe, et la seconde solution, c'est plus la perception à travers les couches. Voilà, on fait venir à soi, donc ça nécessite peut-être moins d'efforts que de partir soi-même.
En tout cas, c'est plus de difficultés. Les efforts, ils sont là, mais il y a plus de difficultés. Donc, sans nous occuper du premier cas, disons quelques mots du second, parce que c'est surtout ça, en fin de compte, qui l'intéresse là. Il va pas forcément parler de sortie astrale, je pense. L'astral n'est pas un lieu, c'est une condition d'être, un état. L'astral est donc une puissance d'être, comme dirait Fabre d'Olivet, tout autour de nous. C'est l'envers invisible de tout ce qui est visible ici-bas. Supposons que nous ayons à étudier l'image astrale d'un ami mort depuis quelque temps. Cette image est en puissance d'être. Donc ça, il le met entre guillemets, puissance d'être, dans le plan astral et peut être comparée à l'image qui a impressionné la couche sensible d'une plaque photographique. L'image est dans cette couche sensible, mais nos yeux matériels sont incapables de l'apercevoir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas révélée. Pour révéler cette image, il faut se placer dans l'obscurité ou, tout au moins, à l'abri de certains rayons de lumière et de faire agir sur la couche sensible des fluides physico-chimiques. Dans l'expérimentation magique, il en est absolument de même, mais au lieu des fluides physico-chimiques, ce sont des fluides vitaux qu'il faudra mettre en œuvre. Les fluides, on les prendra dans un être névropathique et endormi comme dans les expériences spirites ou dans un animal ou dans une substance vivante quelconque comme dans les expériences magiques. Bon, là c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, les amis, les animaux, il n'y a plus besoin. D'accord ? Donc on laisse les animaux tranquilles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller aussi loin, c'est beaucoup plus atteignable. Et les nouvelles générations ont beaucoup plus de facilité aussi, donc on n'a pas besoin d'aller chercher des condensateurs fluidiques vitaux jusqu'au niveau des animaux, à moins que vous souhaitiez faire des pratiques un peu fortes et pas toujours très globes, quoi. On continue. Les conditions d'expérience étant bien remplies, l'image de l'être évoqué se manifestera sur le plan physique, apparaissant à tous les instants, et bien plus susceptible d'être photographiée, tout comme le reflet d'un être dans un miroir est susceptible d'agir sur la couche sensible d'un cliché photographique. Cette image, n'empruntant ses moyens de manifestation qu'au dynamisme vital dont elle est imprégnée, ne sera que transitoire. Elle est bien révélée mais n'est pas fixée. C'est un petit peu comme toutes les vidéos, à l'époque c'était les photographies à l'ancienne, maintenant on a des vidéos, on en a de plus en plus, vous envoyez sur internet. Alors je parle pas de l'IA, mais effectivement, comme on peut dire que ce soit le sujet des extraterrestres ou des apparitions, imaginez-vous, même s'il y en a une seule qui est vraie, surtout le fluide qu'on a, ça veut dire beaucoup de choses. Comment distinguer alors, me direz-vous, une image astrale d'un être réel ? Shakespeare a parfaitement mis à jour cette distinction. L'image astrale, entre parenthèses fantôme de Banquo, dans Macbeth, ne parle pas. Tout comme le reflet dans un miroir, c'est cela que Homère appelle ombre. Alors autant pour moi, la phrase exacte c'est là ce qu'Homère appelle ombre. L'élémentaire au contraire, qui se manifeste lui-même, agit et parle. Les expériences de Crookes, vous savez que Blavatsky, elle parle beaucoup de Crookes aussi, sur Katy King, sont très démonstratives à ce point de vue. D'autre part, Shakespeare, dans Le fantôme d'Hamlet, établit très bien cette distinction. On voit combien tous ces sujets techniques de l'occultisme demandent une réflexion et d'étude. Deuxième paragraphe. Image astrale de faits passés. La psychométrie. Donc ça, vous savez, on touche un objet et on arrive à avoir la mémoire de l'objet, d'une certaine façon. Mais on va voir lui comment il va le décrire. Alors qu'en Europe, nous connaissons assez bien le fait du magnétisme et du spiritisme, il est curieux de constater combien nous avons délaissé l'étude de la psychométrie. Aujourd'hui on n'en parle plus, mais aujourd'hui il y a un mot différent pour ça. Le nom même de cet art d'interroger l'invisible est presque inconnu des spécialistes contemporains voués à l'étude scientifique des faits occultes. Pour nous, la psychométrie se réduit uniquement à la vision d'images astrales vivant dans l'atmosphère magnétique des choses ou des êtres passés. Oui, donc là c'est l'atmosphère magnétique des choses ou des êtres passés. Mais l'atmosphère magnétique appartient à l'objet ou à la personne. Donc toucher l'objet peut être aussi une forme de captation.
On reprend dans le texte. Ces images sont, au début des expériences, des plus fugaces, et ce n'est que par une pratique suivie qu'on arrive à les fixer assez longtemps devant le centre de perception sensible. Nous avons fait, soit dans nos ouvrages précédents, soit dans notre revue L'Initiation, tous nos efforts pour répandre l'étude et la pratique de cet art. Là, ce qu'il vous dit, c'est que on a des techniques qu'il a données, Pappus, sur les anciens. Alors, c'est pas les techniques d'aujourd'hui, qui sont peut-être beaucoup plus faciles, beaucoup plus abordables. C'est vraiment des techniques à l'ancienne. On rappellera aussi que Pappus était très sur la méditation, aussi. Il y avait beaucoup de choses. Mais à l'époque, encore une fois, je le répète, l'atmosphère était bien plus lourde. Pour faire ces pratiques un peu parapsychiques, il fallait beaucoup bosser. Aujourd'hui, on n'arrive plus sur dans des temps où on n'est plus sur de la magie mentale. Voilà. D'ailleurs, il y a un très bon livre, Magie mentale, qui est sorti. Vous avez La science des mages aussi, qui est très bien, qui est un livre actuel, beaucoup plus condensé, avec beaucoup de choses. Bon, celui-là, il est assez costaud, c'est plutôt au niveau plus, page membre. Mais on voit bien que on va expliquer les choses d'une façon beaucoup plus... On revient quand même à la magie et l'hypnose, parce que finalement c'est le même thème, mais derrière on va avoir des exercices pratiques beaucoup plus actualisés. Bon, après, si là on est sur ces textes anciens, c'est aussi pour retrouver un petit peu les techniques d'avant. Je rappelle, on est sur ce livre-là, il me semble qu'on est en 1890, si c'est pas plus tôt. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque on en parlait de la même façon, et qu'au final aujourd'hui on en est presque toujours au même stade, voire pire, en termes d'avancement. Mais bon, ça dépend peut-être pour quel type de personne et on va dire de société, si on peut dire. On continue. Aussi, allons-nous emprunter à l'almanach du magiste 1895-1896 une excellente étude de Paul Sédir sur cette importante question. C'est vrai que c'était un sujet de Paul Sédir, on en a déjà parlé. La psychométrie. La psychométrie est le développement et l'exercice des facultés divines en l'homme. Je vous rappelle, je mets un petit disclaimer, Paul Sédir parle énormément de Dieu, de religion et autres. Je rappelle qu'à l'époque, lui aussi faisait très attention. On avait quand même un dogme très important au niveau religieux et christianique. Donc fallait pas trop... Bon, lui, il était de cette époque, ça a été encore en 1850, ça allait encore. Mais il faisait très attention à ça, il l'intégrait beaucoup. Je pense aussi que c'était une façon de capter un public un peu différent et de le faire ramener plutôt que Pappus ou Eliphas Lévy, où on les a tous, Gaïta, qui étaient plus des précurseurs de sociétés secrètes, ou qui entretenaient ça, et puis là on va avoir un public avec Sédir qui va être un peu différent et qui va être plus calé sur la foi que l'ésotérisme pur. Quoique Sédir faisait beaucoup d'ésotérisme, de toute façon, il est connu pour ça. Mais vous avez les 7 jardins mystiques qui sont publiés sur la chaîne, et vous verrez que oui, on a Dieu à toutes les sauces, et limite c'est un petit peu difficile à certains moments. Allez, on y retourne. Cette sphère obscure de l'intellect, qui comprend les réponses oraculaires comme les révélations des somnambules, les prophétisations des saints comme les prévisions des scrutateurs du destin, les mystérieux présages et les impressions soudaines qui dirigent la conduite de beaucoup de gens, comme les pressentiments de mort ou de malheur, comme les secrètes influences que génèrent certains objets. Tout cela est éclairé par la science psychométrique, qui renseigne l'homme sur l'orientation de ses forces transcendantales, desquelles se moquaient jusqu'à présent les théories philosophiques. Bon, tout ça c'est qu'une phrase. C'est ainsi que s'exprime le docteur Bachmann dans l'introduction de son manuel de psychométrie. Il comprend donc sous cette désignation la sensitivité telle que la conçoit Reichenbach, le somnambulisme de Duprel, la télépathie, et les apparitions dont se sont occupés déjà Kant, Schopenhauer, Hartmann et les monistes. Bon, là, il cite quelques livres en annotation. Vous avez Reichenbach, Der sensitive Mensch. Vous avez Duprel avec Philosophie der Mystik. Donc c'est principalement des bouquins germaniques. Et on va avoir aussi Gurney, Mayen de Ponor. Cette fois-ci, c'est Phantasm of the Living pour le troisième en ce qui concerne la télépathie.
Le professeur de physiologie Joseph Rod Buchanan, je pense que ça va être Buchanan de Boston, paraît avoir ouvert le premier cette voie de recherche. Et il en avait consigné l'idée mère dès 1849 dans son journal of Man. On ne trouve guère d'autres renseignements à ce sujet dans la revue allemande Le Sphinx, entre parenthèses livraison de mai 1887 et de mars 1888. Donc, revue qui a inséré une communication du docteur Hub Schleiden relatant des expériences psychométriques entreprises par lui sur une paysanne de Kempten. Enfin, la même revue, 10e et 11e volume, a publié une série d'articles de Monsieur Louis Deinmar, président de la Société physiologique scientifique de Munich. Alors c'est pas Deinmar, c'est Deinhardt. Réunis plus tard en une brochure dont les présentes notes ne sont que l'analyse de la traduction. Le livre du professeur Buchanan s'intitule « L'aurore d'une nouvelle civilisation » et il est dédié à tous les martyrs de la vérité, de la religion et de la liberté. Voici à peu près la marche expérimentale qui suit. Des substances quelconques, sucre, sel, poivre, sont mises dans la main d'un sensitif qui en perçoit le goût comme s'il avait sur la langue. Des purgatifs ou des vomitifs enveloppés dans du papier et tenus à la main produisent sur le sensitif le même effet que s'il les avait absorbés. Mon Dieu. Non mais, Papus là-dessus, il adore. Franchement, il adore. Autant on a Lévi qui est super gore, et Papus, il adore des expériences où les gens, ils sont en train de souffrir, quoi. Le sensitif posait donc sa main sur la tête de quelques assistants, et ce contact lui procurait pour chaque personne une impression différente. Le sensitif pouvait même laisser un petit espace entre sa main et la tête de l'autre personne, ou interposer entre elles un conducteur métallique. Une des plus curieuses expériences est celle-ci, faite fortuitement et que Buchanan répéta ensuite des milliers de fois avec le même succès. Une lettre écrite par une personne quelconque était remise entre les mains du sensitif en lui demandant de communiquer ses impressions. Le sensitif décrivait alors le caractère de la personne, de l'écrivain, de la façon la plus nette et la plus précise, ainsi qu'auraient pu le faire ses amis les mieux renseignés. Buchanan remarqua que cette sensibilité toute particulière du système nerveux était plus développée dans les climats chauds. La deuxième partie du manuel de psychométrie est consacrée à l'exposé pratique et aux applications de cette découverte. Et enfin, sa signification éthique remplit toute la troisième partie. Si on reconnaît à Buchanan ses mérites d'inventeur de la psychométrie, il n'en faut pas attribuer de moindre au savant géologue américain William Danton, qui le premier a entrepris les pratiques de cette faculté à différents ordres de la science: géographie, géologie, paléontologie, archéologie et astronomie. On serait tenté de faire à Buchanan le reproche d'un trop grand enthousiasme pour sa divine science, comme il dit. Là, il remet en annotation Journal of Man, volume 1. Et la divine science, il le met entre guillemets. Il ne met pas assez de soin à éviter dans ses essais toutes les causes d'erreur, telles que la transmission de pensée. Son but principal, c'est d'obtenir des diagnoses de caractère et de favoriser le développement des facultés prophétiques. Il réalisa, d'une façon étonnante, la seconde partie de ce programme dans la personne de sa femme. Entre tirets, pourvu qu'il ne s'agit que d'une prévision de quelques mois et d'événements importants. C'est ainsi que la psychomètre avait annoncé le maintien de la paix pour l'année 1886, lorsqu'un conflit entre l'Allemagne et la Russie fut prêt à éclater. Quant à la divination des caractères, elle ne peut être attribuée à la psychométrie que seulement s'il y a contact du manuscrit avec les doigts ou le front du sujet. Mais si Buchanan écrit les noms des personnes connues de lui ou célèbres, peut-être mortes, sa femme ne mettra pas en activité ses facultés psychométriques, au sens propre du mot,
mais bien ses facultés de clairvoyance, peut-être appuyées sur la transmission de pensée. Donc vraiment, il sépare les choses, vous avez vu. Danton a consigné le résultat d'au moins 20 années de recherche dans un très intéressant ouvrage. Alors là, il met en annotation William Danton, Journal Soul of Things, 3e volume, 7e édition. Voilà. Ses sujets étaient sa femme, sa sœur et son fils. Son livre contient une masse énorme d'expériences, parmi lesquelles se trouvent beaucoup de descriptions d'archéologie et de paléontologie obtenues psychométriquement. Ce récit enfantin sorti de la bouche peu scientifique d'une femme ou d'un enfant laisseront les savants incrédules, néanmoins il mérite un examen plus attentif. Les expériences de Danton étaient faites de la façon suivante. L'objet devant guider le psychomètre était tenu au milieu du front, à 2 cm au-dessus de la ligne des sourcils. Les yeux restaient fermés. Le sujet se trouvait dans l'état ordinaire de veille et prenait parfaitement connaissance de tout ce qui se passait autour de lui. Il déposait souvent l'échantillon, dessinait ce qu'il apercevait ou continuait son récit. Si l'échantillon était en poudre, il suffisait d'en mettre sur le front ce qui tient aux doigts mouillés. Si les investissements étaient dirigés vers les astres, on laissait arriver les rayons de l'étoile observés sur le front du sujet. Écoutez, il s'amusait à l'époque. Danton dit avoir souvent fourni à son fils, Sherman, âgé de 10 ans, les expressions qu'il semblait chercher. Mais il ne lui a jamais suggéré aucune idée, ni ajouté quoi que ce soit dans ses récits. Nous arrivons maintenant à cette question importante si, après un mûr examen, ces essais psychométriques ne se résolvent pas en simple lecture de pensée. Comme ces phénomènes n'ont été que tout récemment soumis à une rigoureuse critique scientifique par les auteurs des Phantasms of the Living, on serait tenté de croire que Danton n'avait pas connaissance des faits de transmission de pensée. Il n'en est pas ainsi. Voici ce qu'il dit là-dessus. La manifestation la plus ordinaire des phénomènes psychométriques est la transmission de pensée. Je ne doute pas que certains individus puissent suivre les pensées des autres. On a reconnu au mesmérisme cette faculté depuis plus de 30 ans. Il se peut que les descriptions du psychomètre se fassent sous l'influence des personnes qui le dirigent. Ça, vous savez que c'est possible. De toute façon, dès qu'il y a un intermédiaire ou même ce qu'on appelle un monitoring, quelqu'un qui va diriger forcément, tout le discours peut justement amener la personne à changer d'état, on en a déjà discuté, et à changer ses données. Alors là, j'ai une lettre, à mon avis c'est une faute de frappe, on va essayer de se débrouiller, je crois que c'est « mais je vis souvent l'expérience que des impressions très énergiques qu'il m'arriva de ressentir au cours de mes recherches restaient, alors je pense, non c'est « mais je vis souvent ». L'expérience que des impressions très énergiques qu'il m'arriva de ressentir au cours de mes recherches restait sans la moindre action sur les récits du psychomètre. J'espère que vous avez à peu près compris. Si plus loin, le lecteur sceptique se sent disposé à considérer les exemples ci-dessous comme les produits d'une fantaisie puérile ou féminine, ils aiment bien, à l'époque c'était comme ça, qui ne peuvent en aucune façon être pris au sérieux, il pourra rejeter cette supposition que Danton disposait de plusieurs sujets, mis à l'épreuve tout à fait indépendamment les uns des autres, et dont le récit, se rapportant au même objet, était toujours comparé et trouvé parfaitement concordant. C'est ainsi qu'il éprouve les 3 membres de sa famille cités plus haut, en leur soumettant séparément un morceau de dent d'éléphant. Ce fragment venait des mines d'or de Columbia, en Californie, où ils avaient été trouvés à 20 pieds sous un banc de lave. Les 3 psychomètres firent le récit d'une terrible éruption volcanique éclatant au milieu d'une chasse aux éléphants géants, mastodontes entre parenthèses guillemets, faite par des hommes à longs cheveux. Alors, là il met une annotation pour les hommes à longs cheveux, il met « Pour un sceptique obstiné, ce procédé de contrôle ne serait pas suffisant.
Il demanderait, pour se convaincre, qu'on changeât non seulement les sujets, mais encore la personne dirigeant l'expérience. Il est à regretter que cela n'ait pas été fait pour le cas présent. Bah oui, ils auraient pu aller plus loin. Enfin, ils auraient pu donner des éléments complémentaires, comme quoi les mêmes choses étaient trouvées, même en fonction même en changeant le moniteur, en fait. Je ne transcris pas ici ces 3 descriptions, à cause du peu d'intérêt qu'elles peuvent présenter. Mais j'appellerai l'attention des géologues et des paléontologues sur les très nombreuses expériences de Danton dans les branches qu'il avait cultivées, et je citerai enfin, pour un public moins restreint, ce récit de la destruction de Pompéi, événement plus rapproché de nous quant au temps et quant à la distance que les éruptions préhistoriques dans la Californie antédiluvienne. Pour le jeune Sherman, ce dernier spectacle devait être plus intéressant que celui d'une rue de la Pompéi romaine. Ses connaissances archéologiques étaient naturellement très bornées. Bien que, comme tous les garçons, il préféra de beaucoup la société des sauvages à celle des hommes civilisés. Ah ouais. Ça c'est rigolo ça. Oui, ça c'est le genre de phrases qui témoignent un petit peu de le type de société qu'ils avaient à l'époque. Je vais vous la relire, c'est rigolo. Bien que, comme tous les garçons, il préféra de beaucoup la société des sauvages à celle des hommes civilisés. En gros, voilà, le fait de jouer aux petits soldats, se battre, jouer, c'est un peu ça. Son père lui mit un jour, le 17 octobre 1872, entre les mains un débris de ciment provenant de la maison de Salluste à Pompéi. Malgré, ou plutôt à cause même de la naturelle naïveté des descriptions de l'enfant, la vraisemblance de sa vision est en beaucoup d'endroits surprenante. Le décousu du récit et le manque d'enchaînement des idées causées par le déplacement continu d'un endroit et d'un objet à un autre ne caractérise cependant pas la simplicité de l'enfant, mais répond plutôt à un caractère qui distingue ses impressions chez la plupart des psychomètres. Le jeune Sherman donne des descriptions détaillées et reconnues, plus tard exactes, de la ville de Pompéi, de ses bâtiments, du fleuve, des vaisseaux, des habitants et de leurs coutumes, des magasins, les fêtes, les repas, la promenade, le théâtre, la procession, les processions, un incendie. Toute la vie citadine se déroule devant les yeux du jeune voyant. Les lecteurs curieux trouveront dans l'ouvrage de Danton les détails les plus complets obtenus à des intervalles assez éloignés et de façon à éviter autant que possible la transmission de pensée. Je ne m'étendrai pas plus sur les exemples de recherche de Danton. Nos lecteurs ne laissent pas d'avoir quelques expériences en cette matière, et il sera fort difficile de faire croire aux autres que l'on puisse de cette façon réduire un peu le domaine de l'inconnu. Quand Danton étend ses investigations jusqu'aux planètes, lorsqu'il fait contrôler par 3 psychomètres absolument indépendants les uns des autres l'existence des habitants de Mars, qu'il nous transmet entre autres choses la description de leur aérostat, ce pourront être là des communications curieuses mais nullement probantes. On ne se rangera pas non plus à l'avis de Danton quand il admet comme parfaitement prouvé la concordance des témoignages de plusieurs psychomètres, l'existence de telle ou telle chose absolument inaccessible au sens. Les lecteurs européens manqueront de confiance en cette méthode de recherche. J'espère que vous Alors, normalement, j'enregistre dans d'autres conditions. Je voulais savoir si vous pouviez me dire sur certains, ceux qui sont habitués à mes vidéos, si le son convient, si c'est correct par rapport aux autres. Bon, là, ça secoue un petit peu, ça c'est le chat qui fait sa toilette. Il fait sa petite toilette et voilà, et là il descend parce qu'il en a marre. Voilà, on continue. Les lecteurs européens manqueront de confiance en cette méthode de recherche. C'est pourquoi une traduction du livre précité du docteur Bussaman serait si utile. Elle nous apprendrait comment la méthode psychométrique a été découverte en principe peu à peu élaborée. Laissons donc de côté ces recherches elles-mêmes et cherchons plutôt à pénétrer la méthode qui les a inspirées. Demandons-nous comment on peut développer en soi une si merveilleuse faculté.
que nous possédons sans doute à l'état latent. Dans les expériences de psychométrique, alors oui c'est ça, expérience de psychométrique, il le met en italique, cité plus haut, l'éditeur s'exprime de la façon suivante sur cette question. Les facultés psychométriques se rencontrent chez les riches et chez les pauvres, dans toutes les classes de la société, ainsi que chez ceux que la culture d'une spécialité a fatigué, ou que la vie a blasé. Je pense que des gens blasés, il y en a beaucoup en ce moment. L'exercice développe facilement ce don, par exemple, en portant au front, avant d'en avoir regardé la suscription ou le contenu, les lettres que l'on reçoit et en prenant note, dans l'ordre où ils se présentent, ça peut être très long, des particularités de sexe, d'âge, de visage, de tournure, de caractère de celui que l'on croit être l'expéditeur, quitte à vérifier ultérieurement l'exactitude de ses intuitions. Il y a deux choses. Donc déjà aujourd'hui on a des mails, on n'a plus beaucoup de lettres. Pardon. Fallait vraiment que je la sorte. Mais par contre, il y a une chose importante. Vérifier ultérieurement l'exactitude des intuitions. Ça, si vous pratiquez, je pense que c'est très important. Parce que la vérification, la validation ou l'invalidation de votre résultat va être absolument essentielle dans la mesure où ça va vous faire évoluer. C'est-à-dire que même si vous vous êtes trompé, vous allez pouvoir un petit peu faire le point sur pourquoi vous êtes trompé, ou en tout cas dans quel état vous étiez au moment où vous avez perçu l'information. Donc est-ce que cet état en général vous ramène vers toujours quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou est-ce que cet état, là, ce petit état, cette chose un peu particulière, vous avez senti une différence, cette fois-ci, là, ça a fonctionné, et peut-être que c'est cette différence. Vous voyez, cette différence d'état, ce petit réglage. Mais attention, on ne rentre pas trop dans le mental. D'accord ? Faut se laisser dans l'inspiration. On continue. Celui cependant qui ne se découvre pas ses dispositions ou qui ne se sent pas la patience de les développer, trouvera facilement dans son ouvrage des personnes, surtout des femmes, chez qui la culture européenne si vantée n'a pas tout à fait étouffé cette sensibilité ou cette intuition que possède l'homme naturel. Oui, avant le culte catholique, on avait le culte païen, donc c'était pas n'importe quoi. Il y avait beaucoup de développement parapsychique dans ces pratiques. Et donc faut pas oublier que même en France, on avait une culture au départ magique qui était quand même sacrément fondée et présente. Une foule de questions se presseront sur les lèvres de celui qui aura lu, avec quelques défaillances sans doute, les récits du jeune Danton. Son père voulait justement les confronter avec les réponses plus valables d'un psychomètre très développé. Et il l'a consigné dans la deuxième partie de son œuvre, les questions, observations et suggestions qu'il fit au plus parfait de ses sujets, à sa femme, et que nous allons examiner avec un peu plus de détails. Madame Danton reconnaît ne pouvoir répondre à beaucoup de questions. Quand on lui demande si elle voit par la psychométrie de même façon que par le mode ordinaire, en ouvrant les guillemets, à peu près, dit-elle, souvent les choses passent devant moi avec la rapidité de l'éclair, comme un panorama mouvant. Il est encore impossible de préciser les contours d'un objet, si important soit-il. Elle découvrit dans la suite la possibilité d'immobiliser des scènes par la tension de sa volonté. Elle fit aussi l'expérience opposée dans laquelle l'image sur laquelle s'était fixé son œil interne demeurait absolument fixe. Parfois enfin le psychomètre abandonnait son rôle de spectateur muet et passif, l'inertie semblait ne plus exister pour lui, avec la vitesse d'une tempête, infatigable et libre de tout lien terrestre. Dans un état de passivité extraordinaire, il pouvait considérer pendant des heures entières les images gracieuses ou repoussantes qu'il venait se répéter dans son œil intérieur. Là, on a une petite annotation. Ces derniers mots nous font ressouvenir du corps astral, ou éthéré, sur la théorie duquel s'étend, entre autres, Karl Duprel d'une façon très explicite. Là, il met Monis Seklanhir, chapitre 7. Donc ces derniers mots nous font ressouvenir du corps astral ou éthéré sur la théorie duquel
s'étend entre autres Karl Duprel d'une façon très explicite. Madame Danton avait été affectée, nous dit-elle, dès sa première jeunesse, de rapides visions. Elle les expliquait alors d'une façon très simple, qu'elle tenait d'ailleurs de sa mère, en les attribuant à la pression des globes oculaires par l'occlusion des paupières. Mais lorsque ces phénomènes se furent produits, les yeux ouverts, dans l'obscurité, elle dut rejeter sa théorie. Oui, en gros, elle appuyait sur ses yeux et elle disait que ça arrivait comme ça. Sauf que non, ça lui arrivait avec les yeux ouverts au bout d'un moment. Donc ça pouvait pas être parce qu'elle appuyait sur ses yeux que ça arrivait. Et elle reconnut l'action d'un sens interne, donc ça se passait à l'intérieur. Je souhaitais d'ailleurs savoir si quelques-uns d'entre vous avaient déjà entendu parler d'un phénomène un peu particulier qui serait, lorsque vous avez les yeux fermés dans un endroit noir, sans lumière, la possibilité d'avoir un éclat de lumière à travers vos yeux, en fait, les yeux fermés. Un éclat de lumière vivace, blanc, blanc, blanc. Est-ce que cet effet vous dit quelque chose? Je veux bien que vous me contactiez à ce sujet. Je vous rappelle mon adresse mail, gmail.com, axi2s, Pikachu, comme ça se prononce, @gmail.com, et oui, c'est une ancienne adresse, très 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 vieille. Donc je peux vous lire, si jamais vous avez parce que comme je le redis, vous avez été super, il y a vraiment des personnes là, j'ai adoré, j'ai vraiment appris pas mal de choses. Alors je ne peux pas, par contre, pour les vidéos en lien, c'est compliqué pour moi, vous pouvez m'en mettre, c'est adorable et franchement j'en ai vu certaines. Mais pardonnez-moi, je peux pas en voir non plus des dizaines tout le temps, j'ai une vie assez débordée en ce moment. Donc essayez de les sélectionner au maximum et surtout sur des sujets qui sont un peu plus particuliers. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'on pense à peu près quasiment pour tous la même chose. Et notamment aussi sur des vidéos sociétales où c'est pas forcément utile. Voilà. Par contre, sur la donnée vraiment ésotérique avec des instructions, oui, ça peut être très intéressant et je vous en remercie. Et surtout sur les phénomènes aussi d'état modifié de conscience. Par pitié, ne m'envoyez pas des systèmes de méditation New Age. Je recherche des choses bien plus précises et bien plus poussées. Je vous remercie. Je n'ai pas de connotation sur la partie New Age, bien entendu. C'est juste que voilà, c'est des choses qui pour moi ont déjà été vues et je recherche plutôt des nouvelles choses. Ou des choses que je n'aurais pas vues. Voilà, on continue. La ressemblance entre son état et celui d'un individu magnétisé ou d'une somnambule la frappa. Et lorsque les écrits du professeur Buchanan sur la psychométrie furent venus à sa connaissance, elle fit en secret la tentative de reconnaître l'expéditeur d'une lettre en la mettant sur son front, dans l'obscurité. Vous essayerez de me dire ce que vous en pensez. Elle prépare un paquet de lettres près de son lit, se couche, éteint la lumière, et en prend une au hasard qu'elle met sur son front. Ouais, les amis, vous allez devoir faire en sorte que vos autres amis vous écrivent en papier. On a perdu un peu ce charme, c'est dommage. Donc là, elle met la lettre sur son front, et elle voit aussitôt apparaître l'image d'un ami intime en train d'écrire à une table. Elle croit sa tentative réussie, fait de la lumière, et ô déception, la lettre qu'elle tenait entre les mains était celle d'un ouvrier bien différent sous tous les rapports de l'ami qu'elle avait perçu. Un petit fantasme dans un coin perdu? Ça c'est moi qui le dis. Elle s'endort découragée, mais le lendemain matin, que découvre-t-elle? Que la lettre qui avait servi à l'expérience se trouvait dans le paquet au-dessus d'une autre, envoyée par l'ami qu'elle avait pensé. Donc finalement, tout va bien. La trace d'une plus puissante personnalité intellectuelle s'était imprimée sur l'enveloppe voisine. Elle renouvela son expérience dans la suite et la réussit toujours. Les visions sont-elles perçues à la lumière du jour ou dans l'obscurité? Plus l'obscurité est parfaite, moins la vue externe est possible. Plus la vue interne, la vision est précise, dit Monsieur Danton, dit Madame Danton. Ceci nous rappelle les expériences de Reichenbach. Quelle
quelle peine ce chercheur ne prenait-il pas pour extraire tout rayon de lumière lumineux de son cabinet noir. Madame Danton raconte cependant un cas de vision diurne. Ce fut la perception momentanée sur un quai de chemin de fer d'un wagon rempli de voyageurs. Le wagon passa, en effet, au bout d'un instant, devant ses yeux, mais vide. Ces voyageurs avaient profité de l'arrêt du train, et lorsqu'ils remontèrent en voiture, elle put constater l'identité de leurs visages avec ceux de son hallucination. Madame Danton ne reconnaît pas la nécessité d'une magnétisation pour faire atteindre au cerveau ou à ses organes annexes le degré de sensibilité nécessaire. Donc en fait, elle n'a pas besoin de profondeur ni de direction vraiment véritable pour avoir des perceptions. Si l'hypnotiseur connaît la provenance de l'objet expérimenté, il transmettra presque sûrement sa connaissance au sujet et dès lors, il n'y aura plus de psychométrie proprement dite, je suis d'accord avec ça. S'il ne la connaît pas, le sensitif se trouvera toujours dans un état d'esprit analogue au sien et ses capacités personnelles n'en pourront qu'être affaiblies. Aujourd'hui, on a une pratique qui est tout à fait similaire, qui va aussi partir de là, c'est le remote viewing. C'est pas pour rien que les moniteurs, quand ils font des expériences tests, n'ont aucune connaissance de l'objet recherché ou de l'image présentée. Et ça, c'est justement pour éviter toute intrusion et tout phénomène de télépathie. On va vraiment rechercher l'information. On va pas aller chercher dans la mémoire de quelqu'un ou dans l'esprit de quelqu'un ce qu'il pense. Parce qu'aujourd'hui, on a tout à fait ces cas-là, vous l'avez dans les dossiers déclassifiés de la CIA, il y a des projets comme ça, où l'espionnage psychique est tout à fait en place, et on apprend aussi à certains espions à maîtriser leurs pensées. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion, ou si l'intrusion est là, la donnée n'est pas forcément la bonne, tout simplement. Et de notre côté, là, la psychométrie, c'est complètement différent. On va pas recueillir l'information dans l'esprit de l'autre. On va vraiment chercher sur un plan beaucoup plus, je dirais, sur les mémoires, donc c'est ce qu'il disait sur les Akashes. On y est complètement. Et c'est tout à fait vrai. Donc, il faut faire attention à ce que la personne, l'hypnotiseur, qui dirige, ne soit parfaitement neutre et pas informée de l'élément, parce que la personne va capter ce qu'il y a de plus proche, en fait. C'est plus facile, surtout. On reprend. La lumière qui les éclaire est semblable à la lumière ordinaire, se réfléchissant et se diffusant comme elle. Si cette dernière est très intense, ou que la première tombe directement sur le visage du sujet, les visions en sont légèrement obscurcies. Un même objet expérimenté peut donner lieu à des spectacles éclairés de façon très différente. Enfin, il faut encore noter le rapport entier du psychomètre au lieu et au temps de ces visions. La soudaine transformation du là-bas et autrefois de son langage ordinaire en le ici et maintenant de ses descriptions est ressentie par lui, paraît-il, comme une secousse électrique. Donc, là il y a des guillemets un peu partout, donc pour vous expliquer, c'est la soudaine transformation du, quand elle dit là-bas et autrefois, dans le langage ordinaire, et le ici et maintenant, dans ses descriptions, est ressenti comme une secousse électrique. Donc, et ça, on le voit souvent sur des médiums. La notion de temps est très difficile. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a en remote viewing aussi des adressages cachés. Mais, on arrive, c'est plutôt là pour les lieux, les adressages cachés aussi, mais sur la notion de temps, on peut aussi maîtriser cette ressource de manière à tomber juste. C'est-à-dire que l'adressage caché, ça veut dire qu'on va pas dire tu vas te rendre en Belgique à telle heure, à tel endroit. C'est plutôt on va donner une série de numéros qui va établir un fait, même si c'est quelque chose de complètement aléatoire. Et le cerveau, par l'intention, va immédiatement se calibrer sur cette donnée, sans avoir besoin de notions justement cérébrales, parce que on veut sortir le cerveau de tout ça, on veut sortir l'état mental. Donc, on va donner une série de chiffres qui n'a absolument rien à voir avec les coordonnées d'un lieu, mais ça va permettre de décrocher, tout simplement, au niveau mental. Et là, on a exactement la même chose. Au niveau des notions du temps, on peut avoir des perturbations quand on passe effectivement d'un moment ancien à un moment présent.
il peut y avoir des perturbations intérieures, parce que c'est quand même des captations qui sont difficiles aussi à établir sur un temps donné. En fait, c'est difficile de maîtriser le temps. Sachant qu'en plus, on va pas rentrer dans ce sujet, mais vous avez encore les histoires de lignes de temps. Voilà. Donc imaginez-vous, c'est pas toujours évident. Et là, il en parle pas, mais aujourd'hui, c'est un sujet quand même qu'on connaît. Mais je pense que des anciens bouquins en parlaient. Une autre série de questions s'aligne quant au rôle de l'ouïe du psychométrique. Madame Danton, qui n'a pas l'oreille extraordinairement fine, dit avoir souvent entendu la conversation de personnes éloignées de 40 ou 50 lieues de l'endroit où elle se trouvait. Là, on est clairement dans du remote viewing. Mais elle ne peut davantage établir de différence entre ces deux modes d'audience qu'entre ceux de la vision. Et oui, c'est le même principe. Enfin, elle termine ses réponses par des considérations générales sur les avantages moraux que la société peut retirer de la psychométrie, en acquérant ainsi une plus juste notion de la manière dont se reflète et se perpétue chaque action, chaque parole, chaque pensée même. Pour conclure, nous donnerons la parole à Danton lui-même, qui va nous en résumer le résultat de ses longs et patients travaux. Il semble, donc là c'est lui qui s'exprime, il semble que, de même qu'il y a un univers matériel, il y a un univers spirituel, c'est-à-dire un univers qui contienne tout ce qui est comme tout ce qui a été. Ici, les montagnes qui furent enfuies avant que les Alpes et les Andes n'aient émergé, tous les fleuves qui en descendaient se retrouveront là, depuis le clair ruisseau qui sort des hauteurs boisées jusqu'au courant majestueux qui verse ses flots dans un lac ou dans un océan. Là sont les polypes, qui élevèrent du fond des eaux leur pétrification arborescente, et les lits de mer, dont les tiges se courbaient autrefois comme ondulent aujourd'hui les épis de nos plateaux. Toutes les fleurs qui s'épanouirent jamais, tous les oiseaux qui jamais chantèrent, ces feuilles bruissantes et ces insectes exigus qui rampent sur elles, tout est là. Rien n'est assez peu important pour n'être pas conservé. Là sont aussi les aïeux cuivrés qui, aux époques disparues, parcouraient la surface de ce continent, chassant le buffle des prairies, perçant les poissons de leurs lances, et les cerfs de leurs flèches de silex. On en est bien loin. Aujourd'hui, c'est les smartphones. Les Aztèques, avec leur religion sanguinaire, les doux Toltèques, qui les précédèrent et éteignirent leur migration de Mérico au lac, alors je pense que c'est Mexico, parce que c'était Mérico là, au lac supérieur, et qui creusaient des mines de cuivre 1000 ans avant qu'aucun Espagnol ait mis le pied sur ce pays. Chaque œuvre qu'ils édifièrent, chaque mouvement qu'ils entreprirent, chaque parole qui tomba de leurs lèvres est là. Là est l'Égypte avec ses millions de travailleurs qui, dans le sépulcre gris des temps, ouvrent la galerie de ses labyrinthes, élèvent les pyramides aériennes. Là, toutes les hordes qui, des champs de l'Asie centrale, roulent vers l'Europe sylvestre et la saccagent, selon le droit du plus fort. Et tout ce qui existe est directement perceptible pour nous. Nous voyons les montagnes et observons le cours des fleuves, nous plongeons dans les abîmes des océans siluriens et en considérons les habitants. Nous chassons avec les Indiens, voguons dans leurs canots et nous reposons dans leurs wigwams. Nous entendons les coups de pioche au fond des mines du lac supérieur et nous apercevons un passé qui nous semblait intangible pour toujours. Ainsi, la psychométrie satisfait presque entièrement notre soif de science et d'une façon plus agréable et plus facile que ne le sortent les méthodes actuelles. Alors avec du recul quand même, parce que là il est sur des éléments qui sont impossibles à vérifier. Donc ça c'est encore un autre sujet aujourd'hui et ça on en parle. Une relique de Shakespeare nous donnerait, en l'espace d'une demi-heure, plus de documents sur lui que n'en ont pu découvrir ses biographes
en 2 siècles. Ouais, là pareil les amis, on prend du recul sur tout ça. Un caillou des rues de Jérusalem est une bibliothèque qui contient toute l'histoire du peuple juif. Et ça existe les amis. Des personnes qui peuvent prendre un objet et visualiser toute l'histoire de l'objet. J'ai vu comment un peu de raclure d'un couteau de cuivre dévoilait à un enfant toute l'histoire du lac supérieur. Je ne doute pas de sa véracité vu la concordance des récits de psychomètres absolument indépendants. Les faits les plus cachés des temps préhistoriques arrivent à la lumière. Nous n'avons pour les découvrir qu'à employer notre vue spirituelle. L'histoire de beaucoup de nations dont nous n'avons jamais entendu parler est à écrire, et celle de toutes les autres est à réécrire au lieu des fables qui ont cours depuis si longtemps. Ah, ça, c'est tout un sujet. Avec un fragment d'Égypte, gros comme un pois, nous pouvons apprendre plus de choses sur les pharaons que tous les hiéroglyphes ne nous en diront. Ou que si Champollion et Lepsius nous avaient légué leur science. Un morceau de brique babylonienne peut ressusciter les anciens habitants des bords de l'Euphrate et faire passer devant nos yeux l'Assyrie d'il y a 4000 ans. La psychométrie peut reculer les bornes de toutes les sciences. Les hommes de science vont tout à l'heure la considérer avec quelques dédaigneuses préventions, sinon avec une hostilité déclarée. Là, on peut dire aussi que finalement, là, ce domaine a quand même évolué, mine de rien, parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est sur quel plan d'existence le psychomètre va tomber. Parce qu'on se dit directement, bah oui, c'est le même plan, il y a un passé, et c'est le même plan, il y a un passé, il y a un futur. Hop, je rembobine en arrière, je tombe dessus. Mais comment ça se passe sur les lignes de temps? Parce que si on voit qu'aujourd'hui, justement, l'espace, comme je vous expliquais, entre les plans invisibles est vraiment aujourd'hui minuscule par rapport à certaines périodes, ça veut dire que forcément, il y a eu des cycles où le rapport entre les lignes de temps et les mondes était forcément plus ou moins solide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a eu des cycles forcément par rapport à ça. Donc pareil, on repart sur des périodes aussi vieilles que ça. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi le Sapiens était en parallèle avec l'Erectus à un moment donné, quoi. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse par exemple. Et toujours, je vous l'ai déjà dit, je connaissais une personne qui était très haut placée qui m'avait toujours dit qui m'a dit une fois que pour le chaînon manquant aujourd'hui ça reste une théorie dans le sens ok on l'a pas retrouvé, mais lui ce qu'il expliquait c'est que oui certainement qu'on l'a retrouvé, mais la déduction qu'on a pu en faire finalement n'est pas allée dans le sens où on aurait voulu qu'elle aille. Ça c'était un petit clin d'œil à cette personne. Alors après je ne pense pas qu'elle m'écoute sur la chaîne, c'est pas forcément son domaine d'action et à mon avis c'est quelqu'un qui doit être vraiment très occupé. On continue. Donc on est toujours dans la citation de cette personne, ça va durer encore un petit moment, on a quelques pages mais bon, on continue, je pense que Papus il aime bien faire ça, hein. Il reprend des textes en entier dans son bouquin, sur 4 ou 5 pages, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Même si je l'adore, je trouve que c'est un peu abusé. Cependant son emploi, donc la psychométrie, par un homme exempt de préjugés, contenterait les plus sceptiques. Danton s'en est servi dès 1860 en Pennsylvanie pour l'étude de la géologie et avec un succès toujours croissant, elle rendrait les plus grands services encore appliqués à l'astronomie. Mais il ne faut pas se figurer que les résultats puissent être atteints sans recherche longuement prolongée et soigneusement conduite. Un moment de contrôle intéressant quand on suit les progrès d'un psychomètre, de confronter les dires avec ceux d'un assistant qui connaisse la provenance de l'échantillon expérimenté. J'ai encore remarqué que bien des détails importants passent encore inaperçus du psychomètre au bout de 5 à 6 essais. La plus grande prudence dans les assertions est dès lors recommandée, si les dires du sujet ne peuvent pas être vérifiés ou qu'ils ne peuvent être que par confrontation avec ceux des autres sujets. Je suis désolée, je commence à fatiguer un peu. Pour certaines recherches,
Il vaut mieux que le psychomètre ne reconnaisse pas la provenance de l'échantillon, mais la plupart du temps, plus sa culture est développée, meilleurs et plus authentiques sont les résultats. Si Sherman avait eu en anatomie comparé les connaissances d'Owen ou celles de l'Américain Gray en botanique, ces descriptions eussent été bien précises et auraient convaincu par leur concordance avec des faits connus, même les sceptiques endurcis. La psychométrie nous met à même de rendre justice à une classe d'hommes qui ne l'avait pas obtenue jusqu'alors. Je veux dire les sensitifs, ce petit peuple parmi l'humanité qui voit ce que les autres ne peuvent pas apercevoir, qui fuit des personnes ou des lieux sans pouvoir donner la raison de cette répulsion. Vous en connaissez des gens comme ça. Il est parmi eux qui ne peuvent rester dans un coupé de chemin de fer s'ils ne sont pas assis près de la fenêtre et qui défaillent devant les églises ou dans les assemblées. D'autres ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas la tête dirigée vers le nord, ça c'est connu. Le contact du cuivre et du laiton leur est désagréable. Pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, ça fait aussi partie des choses ça. Cette classe d'hommes est destinée, avec quelques soins, à fournir de très bons psychomètres. Les asiles d'aliénés renferment les meilleurs d'entre eux qui, avec un traitement convenable, auraient pris rang parmi les plus nobles pionniers de la science. La femme, naturellement plus sensitive que l'homme, et qui est sans doute redevable, sans qu'elle s'en doute, de maintes notions à ses facultés spirituelles, peut attendre beaucoup de la psychométrie. Au lieu de passer son temps à tracer des caricatures de la nature humaine ou à en lire, phénomène de société les amis, les 19/20 des romans ne sont pas autre chose. C'était le Netflix de l'époque. Elle peut apprendre la véritable histoire du genre humain. Elle peut faire défiler à son gré, devant ses yeux, les événements du passé, revivre la vie des peuples disparus. Quelle fiction peut valoir ces réalités? Bon, elle est en train de nous dire qu'à l'époque c'est pareil, les femmes préféraient plus le divertissement que l'apprentissage. Là on le voit, c'est dit quand même, c'est dit. Au lieu d'avoir les âneries, au lieu de faire du scroll, t'as qu'à apprendre un peu, un peu là-dessus. Les hommes, je sais pas trop. Alors, je pense qu'à l'époque, les hommes, c'était plutôt soit des travaux manuels pour certaines castes, entre guillemets, et puis après, les grands intellectuels, à mon avis, ils devaient profiter un petit peu et étudier un petit peu aussi. On reprend. Il est impossible que les facultés psychométriques ne puissent être utilisées que par une petite partie d'entre nous. La mort ne doit pas éteindre cette lumière divine qui éclaire sans doute un avenir comparable seulement au passé qu'elle nous a découvert. Voici un palais magnifique dont l'édification, l'agrandissement et l'ornementation ont dû occuper les architectes un temps infini. Voici les salles dignes d'être peuplées par les anges, et des aménagements multiples disposés par la plus grande commodité de ceux que leur bonne chance conduit dans cette demeure. Ce bâtiment devra-t-il être rasé alors qu'à peine un être sur 1000 en aura joui? Non. Ces propriétés de notre esprit sont pour nous une preuve de l'existence d'un monde spirituel à qui elles se rattachent et dans lequel la vie se continuera avec de plus heureux rapports. Ce que le psychomètre perçoit ici-bas pour peu de temps et avec quelques difficultés, nous pourrons un jour le contempler avec recueillement et en retirer notre progrès et notre bonheur. Pas encore tout à fait le jour en ce moment. C'est ainsi que Danton s'enthousiasme, alors là c'est Papus qui réécrit, les guillemets sont fermés, c'est ainsi que Danton s'enthousiasme pour les conséquences futures de ses expériences. Et oui, et vous en pensez quoi de ça? D'ailleurs, si vous êtes toujours là, merci à vous, merci pour votre soutien. C'est très sympathique. Ce qu'il y a de certain, c'est que la psychométrie est le premier essai d'une puissance endormie jusqu'alors en nous-mêmes, et dont l'action ouvre devant le regard du chercheur électrique un horizon immense, une nouvelle piste pour les chasseurs de la science,
de nouvelles mines pour les chercheurs de vérité. Il y en avait déjà à l'époque. Tel est l'état actuel de nos connaissances par rapport à la psychométrie depuis la publication de notre première étude en mars 1892. Des expériences furent tentées dans ce sens au groupe indépendant d'études ésotériques par 2 membres du groupe fermé de magie pratique. Voilà. Là, on va arrêter cette vidéo ici. Après, on aura un autre paragraphe qui s'intitulera « Les visions astrales dans le passé ». Ce sera intéressant de voir ça aussi. Mais en attendant, on va finir ici cette vidéo. J'espère en tout cas, comme d'habitude, je sais, je dis toujours la même chose, que ça vous a plu. Et cette fois-ci, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. À bientôt.